1200. 1200, ça c'est le nombre en moyenne de publicités que vous avez vues. Aujourd'hui, selon les études, vous êtes soumis à 1200 messages publicitaires en moyenne par jour. Évidemment, selon ces mêmes études, ce chiffre serait très difficile à évaluer. Mais peu importe les estimations et leurs détails, si on prend en compte la totalité des expositions, notamment grâce aux écrans connectés, ce chiffre est de toute façon démentiel. C'est à ça que ressemble un homme. Certaines études évoquent même un nombre d'expositions de plus de 10 000 par jour. 10 000. 10 000 publicités qui ont été conçues, payées et diffusées avant même que vous puissiez les regarder. Ce nombre n'a aucun sens. Et là, normalement, vous êtes en train de vous dire quelque chose. Vous vous dites que ce chiffre est faux, que les études se trompent, ou alors que de toute façon, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, vous ne les avez pas vus. Vous les avez vus. Pire encore, vous vous dites que ça ne fonctionne pas, puisque de toute façon, vous êtes totalement imperméable à la publicité. On ne vous la fait pas, à vous. Vous êtes tellement plus intelligent que tout le monde. Vous êtes plus fort que la publicité, Ça ne marche pas sur vous, Vous pensez vraiment que la publicité se trompe ? Qu'on investirait des sommes phénoménales dans la publicité si on ne savait pas pertinemment que ça marche ? En 2019, le budget mondial de la publicité a atteint 625 milliards de dollars. Et ça augmente chaque année. 625 milliards de dollars. Cela représente 30 fois le budget de la NASA. Selon un rapport de l'ONU, il ne faudrait même pas la moitié de cette somme pour éradiquer complètement et définitivement la faim dans le monde. Soit seulement 267 milliards de dollars. Et il y a quelque chose d'amusant avec ce chiffre, c'est qu'il correspond très exactement à autre chose. 267 milliards de dollars, cela représente aussi en 2017 le chiffre d'affaires total d'une seule entreprise. Apple. Et là, attention, on ne parle pas de valeur boursière, mais uniquement de chiffre d'affaires net. En 2017, Apple possède sur son compte en banque un cash disponible suffisant pour éradiquer la faim dans le monde. Et ça, c'était il y a 3 ans. Because the people who are crazy enough to think they can change the world. Apple qui estime en 2019 avoir 1,5 milliard d'appareils en activité partout à travers le monde. C'est-à-dire qu'il y a en ce moment dans le monde autant d'appareils Apple en train de fonctionner que de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Are the ones who do. Face à des chiffres aussi démentiels, il n'y a que 2 façons de réagir. On peut soit être complètement horrifié, soit totalement fasciné. Et bien souvent, on va pas se mentir, un petit peu des deux. Mais aussi, surtout, il y a une question qu'on a envie de se poser. C'est comment ? Comment a-t-on pu en arriver là ? Comment a-t-on pu en arriver à un modèle de société où absolument tout est construit autour de l'obsession de vendre des choses ? Eh bien ça, on va en parler un petit peu. Le marketing, il est pour ainsi dire impossible d'en retrouver l'origine exacte. Tout simplement parce qu'il faudrait déjà arriver à se mettre d'accord sur une définition. Pour certains, le véritable marketing commence dans les années 1950 aux États-Unis, juste après la Seconde Guerre mondiale. Sortie grande gagnante du conflit militaire, le pays se dote de nouvelles technologies de production et son économie bat son plein. C'est le début des fameuses 30 glorieuses, ainsi que la naissance de la classe moyenne. Une nouvelle classe sociale qui devient alors non plus que de simples travailleurs, mais aussi des consommateurs de leurs propres produits. C'est alors qu'on commence à réfléchir aux moyens de leur vendre des produits en masse. What you call love was invented by guys like me to sell nylons. Mais pour d'autres, le marketing est beaucoup plus ancien que cette période, et serait indissociable de la pratique même du commerce qui a apparu bien avant l'écriture. Mais s'il est difficile de donner une naissance à la pratique du marketing, on peut néanmoins retrouver l'origine du terme. Les plus anglophones d'entre vous ont sans doute remarqué le lien avec le mot « market » en anglais,
qui signifie tout simplement le marché. De là, on a tout simplement envie de se dire que le marketing, c'est tout simplement la pratique qui vient du marché. Marketing, pratiquer le marché. Mais détrompez-vous. Et oui, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le mot market lui-même qui vient de la pratique du marketing. On est alors en Europe vers la fin du Moyen-Âge. À la fin du Haut Moyen-Âge, l'Europe se retrouve en lambeaux suite à de nombreuses guerres intestines et à la grande période des croisades. Le bas Moyen-Âge qui s'ensuit trouve une nouvelle période de calme et de relative stabilité. Oui, le Haut Moyen-Âge, c'est la période toute pourrie, et le bas Moyen-Âge, c'est la période qui vient après et où les choses commencent à aller mieux. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Les villes commencent à grandir et avec elles, leurs besoins en termes de nourriture. Les places de marché s'agrandissent donc aussi pour accueillir plus de denrées et de commerce. Et notamment de plus en plus d'animaux d'élevage, comme les vaches, les moutons ou encore les chevaux. Les villes prenant de plus en plus d'espace, la demande en animaux pour le commerce, elle aussi, grandissait. Seulement pour élever plus d'animaux, il fallait de grands pâturages. Les paysans se sont donc éloignés des villes pour avoir plus d'espace. Seulement, on reste au Moyen-Âge. La sécurité hors des villes est quand même assez relative. Sans compter qu'un animal d'élevage valait quand même beaucoup d'argent. À cela s'ajoute quand même une petite difficulté supplémentaire, c'est qu'un animal domestiqué se vole quand même assez facilement. Contrairement à 100 kg de patates, un bœuf ou un mouton vivant n'a pas besoin d'une bourrette pour être transporté. Ces animaux étant habitués au contact de l'homme, ils étaient de plus dressés pour se déplacer en troupeau. Ainsi, n'importe quel clampin équipé d'une simple corde pouvait facilement s'introduire dans un pâturage et s'emparer sans trop d'effort d'un joli petit pactole. Est-ce que vous commencez à voir où je veux en venir là ? Eh oui, suite au vol d'animaux, les paysans et les commerçants se sont organisés en guildes. Et c'est le début du marquage au fer pour les animaux d'élevage. Une simple marque attestant du propriétaire de l'animal. Les paysans marquaient donc leurs animaux au fer rouge dans les élevages afin de signaler leur propriété. Les guildes de marchands pouvaient alors reconnaître les animaux et leurs propriétaires légitimes. Ainsi, chaque éleveur possédait sa propre marque sur ses animaux et pouvait dans une relative sécurité faire le voyage de sa ferme à la ville pour y vendre ses animaux au marché. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Marché, market, vous vous souvenez ? Parce que oui, les animaux étaient encore jusque-là marqués de la griffe de l'éleveur. Il fallait donc au moment de la vente acter du changement de propriétaire. Et ça se passait évidemment au marché. Lors de la transaction, la première marque était alors rayée et une nouvelle marque était mise à côté pour attester du changement de propriétaire. Le marché était donc le lieu où on marquait les animaux. Marketing, pratiquer la marque. L'histoire aurait pu en rester là, un système de sécurité rudimentaire pour empêcher le vol des animaux d'élevage. Mais ce système a eu un effet secondaire assez inattendu. Car le but du commerçant n'était évidemment pas de garder les bêtes pour lui. Il allait lui-même les revendre dans les villes voisines, dans les châteaux, bref, un peu partout où il voyageait. Ces animaux qui avaient gardé la marque du producteur d'origine. Et il ne fallut pas bien longtemps pour se rendre compte que selon la marque qu'ils portaient, les animaux n'étaient pas exactement les mêmes. Selon les conditions d'élevage, certains étaient mieux nourris, plus gros, donnaient une meilleure viande ou plus de lait. Tandis que d'autres étaient plus petits, chétifs, en moins bonne santé et donc se négociaient à des prix inférieurs. Et c'est là que la marque, elle commence à prendre un tout autre sens. Puisque les animaux issus d'un même élevage étaient tous de qualité sensiblement équivalente, il n'était plus utile d'évaluer la valeur des bêtes au détail. La marque de l'animal et sa réputation faisant foi, on gagnait beaucoup de temps lors des transactions à ne plus évaluer la valeur des bêtes au cas par cas. Et c'est là où la marque devient une valeur en elle-même. On n'achète plus juste une vache, mais on achète une vache de chez Gatineau ou une vache de chez Ropards, et les deux n'auront pas la même valeur. Prenons un exemple. Mettons qu'une vache vaut 10 pièces d'or. C'est un exemple, hein. Je n'ai bien sûr aucune foutue idée de la valeur d'une vache en nombre de pièces d'or.
Une vache normale donc vaut 10 pièces d'or. Mais selon comment elle a été élevée, elle pourra être plus ou moins grande et plus ou moins en bonne santé. Une vache de qualité supérieure pourra donc se négocier non pas à 10, mais à 11 pièces d'or. Tandis qu'un animal plus fragile, lui, se vendra plutôt à 9 pièces d'or. Et c'est là que les producteurs et les commerçants eux-mêmes se mettent à appliquer certaines stratégies. Mettons que Gatineau produise les meilleures vaches de la région. Il le sait et tout le monde commence à le savoir, puisque maintenant ces bêtes sont marquées et donc reconnaissables. Les plus riches demandent alors spécifiquement d'acheter des vaches de chez Gatineau. Celui-ci répond « D'accord, mais comme je sais que vous venez chez moi parce que je produis les meilleures vaches, au lieu de me les acheter à leur juste valeur, c'est-à-dire 11 pièces d'or, vous allez me les acheter à 12. » Ils n'ont pas le choix. S'ils veulent vraiment les meilleures vaches, c'est le seul à les vendre. D'un autre côté, Ropars, qui vendait ses vaches à 9 pièces d'or, qui sont leur vraie valeur, a un peu de mal à s'imposer. La concurrence des vaches de Gatineau est trop forte pour qu'il arrive à continuer à les vendre avec si peu de différence. En attendant, les produits qui sortent de ma ferme, on se les arrache. C'est pas comme tout le monde. Eh bien, qu'à cela ne tienne. Il va creuser encore la différence pour arriver à vendre ses bêtes encore un peu moins cher. Il va donc baisser le prix de ses vaches à 8 pièces d'or. Cela fait qu'il pourra les vendre à toute une partie de la population qui n'avait de toute façon pas les moyens d'acheter une vache à son prix normal. Il gagnera moins d'argent sur chaque bête, mais il pourra en vendre à plus de personnes. Gatineau vend ses vaches plus chères à une clientèle plus aisée. Mais il sait qu'il doit garder une certaine qualité dans sa production, car s'il n'élève plus les meilleures vaches de la région, il ne pourra plus en demander un prix aussi élevé. Au contraire, Ropars sait qu'il ne pourra jamais vendre ses vaches aussi chères que Gatineau, et il a donc tout intérêt à limiter ses coûts de production. S'il veut continuer à gagner une marge confortable, il passera moins de temps sur chaque animal et privilégiera la quantité à la qualité. C'est le début de la segmentation de marché, le début de l'offre et de la demande, c'est le début du marketing. Voilà, si ce petit voyage dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Les vaches, les moutons, tout ça, ce n'est que le début de l'histoire. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'en arriver à Apple, Coca-Cola, etc. Et je vous jure qu'il y a des trucs très sympas à découvrir là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous raconterai la suite de l'histoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra au fur et à mesure des vidéos. Pour certaines raisons, j'ai dû faire une petite pause dans les vidéos, mais là on va reprendre sérieusement. Bonne fin de confinement à tous, et n'oubliez pas, c'est dans ces périodes-là où on est beaucoup plus disponible à la publicité qu'il est beaucoup plus facile de nous faire acheter tout et n'importe quoi. Profitez-en donc pour mieux comprendre comment tout ce système fonctionne.